Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie pour vous retrouver pour cet atelier de la transformation. Je ne sais pas si vous êtes déjà tous présents dans la salle d'attente. Je demande à ma régie là. Ah. Nous en sommes, si je ne me trompe, ah bah ça y est, j'ai la zabette qui marche pas, ça commence bien. À notre atelier numéro 6. Donc, je vous rappelle brièvement les parcours de la transformation. Premier cycle, l'expert comptable et sa stratégie, 3 ateliers. Deuxième cycle, nos collaborateurs, comment les emmener vers le changement. Donc, ce 6e atelier, ce sont les outils du changement. J'ai la grande chance d'être accompagnée ce soir de Pauline Floch. Bonsoir Pauline. Et qui est RRH dans un cabinet d'expertise comptable qui s'appelle Émergence, et Philippe Barré, que je ne présente plus. Si, ah, expert comptable, voilà, on avait oublié. Donc, vous l'avez compris. Alors, RRH, responsable des ressources humaines. Vous l'avez compris que ce soir, le témoin de la soirée, c'est Pauline. Donc, on va faire mieux que la dernière fois où, lorsque vous nous avez fait des remarques sur Slido, je crois. Donc, je vous propose de nous poser vos questions sur Slido ce soir, si vous voulez bien. On va se servir de l'outil Slido comme à chaque fois pour vous faire des petits sondages en ligne. Donc, vous pourrez aussi poser des questions. La dernière fois, une des remarques, une des appréciations était qu'on n'avait pas laissé assez de place aux témoins. Donc, on va être beaucoup plus sérieux ce soir et on va s'arrêter de parler avec Philippe. Je ne sais pas si tu voilà. Bon, très bien. Merci Philippe. Donc, on va essayer de s'arrêter vers les 19h, 19h10. Et après, ça sera très interactif avec Pauline pour qu'elle nous fasse part de son expérience dans son cabinet. Vous le savez que tous les ateliers sont disponibles en replay. Donc, la dernière fois, nous avons vu que l'humain était au cœur de toute la transformation et pas la technique. Ça, en gros, ça veut dire que c'est pas parce qu'on achète un outil qu'il va fonctionner tout seul. Je le fais en résumé. Et ce sont bien les collaborateurs qui vont réaliser le changement et pas les dirigeants. Donc, les dirigeants vont penser le changement, vont fixer la stratégie, mais pour la réalisation, bien évidemment, il faut embarquer tout le cabinet. Petit rappel sur le parcours de la transformation, c'est 9 ateliers gratuits en présentiel, évidemment, quand c'est possible. Et on se retrouve pour une dernière date en juillet. Je ne sais pas si... je voudrais bien vous la rappeler si vous voulez me le dire là en régie. Fastoche. La date en juillet, qui sera le dernier cycle de la vente. Donc là, on termine le 2e cycle de la transformation des collaborateurs. Après, nous allons attaquer le cycle de la vente. Ça tombe bien parce que nous, experts comptables, on est les super champions du monde de la vente. Donc, on va avoir droit à packager son offre, communiquer l'offre à son réseau et oser vendre. Le 5 juillet, je vous ai proposé la dernière fois que nous nous retrouvions après. Donc là, je vous réitère cette proposition festive. Donc, on vous accueille, bien évidemment, si on peut, mais en juillet, il semblerait que le Covid ait peut-être un peu moins d'activité, si j'ai bien compris ces 2 dernières années. Donc, le 5 juillet, on vous propose de venir à l'ordre à 17h, de suivre cette conférence et après, on termine avec un verre ensemble. Et je voulais aussi vous présenter tous les mentors. Vous savez que nous avons des mentors dans ce parcours de la transformation, des coachs, et je vous ferai part aussi de nos projets, ou peut-être tout à l'heure, ou peut-être la prochaine fois, parce que je vais accélérer un peu, sinon après je vais me faire gronder, sur les parcours que je veux mettre en place et que je vais vous proposer lors des prochaines universités d'été de l'Ordre des experts comptables, qui a lieu début septembre à Porte-Maillot. Un parcours spécial transformation pour vous, les experts comptables aussi, mais surtout un parcours spécial transformation pour vos collaborateurs. Je passe à la suite. Je vais te passer la parole, Philippe, parce que ce slide-là, il me plaît pas. Non, il m'inspire pas.
Merci bien, bonsoir. Alors, ce soir, de quoi allons-nous parler? On va parler donc, de la démarche d'adaptation des compétences. En fait, toute la question, c'est comment on fait pour que nos collaborateurs d'aujourd'hui, qui sont là depuis 6 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, deviennent aussi les collaborateurs de demain. Et ce, même si on change de mission, même si eux doivent changer de métier, comment on va les aider, comment ils vont nous aider à s'adapter et à adapter les missions et les projets du cabinet. Alors, petit rappel sur les 2 derniers épisodes. Très rapidement, l'épisode, donc le 4e atelier, c'était comment gagner du temps, parce qu'effectivement, on a dit qu'on ne développerait pas de nouvelles missions si on n'arrivait pas à gagner du temps, et on s'est dit qu'il y avait 2 sujets principaux qui étaient, d'abord, on adopte des nouveaux logiciels qui vont nous aider à produire, et ensuite, on revoit les process du cabinet. La dernière fois, donc l'atelier numéro 5, vous avez travaillé avec Jean-François et Virginie et Elvire sur le thème comment embarquer les collaborateurs dans le projet. C'est effectivement l'une des priorités et l'une des difficultés de cette transformation, de cette conduite du changement. Vous avez vu comment les mobiliser, comment travailler ensemble, créer de l'intelligence et de la performance collective, comment faire adhérer les collaborateurs, comment les fidéliser, comment les faire s'investir dans le projet du cabinet. Voilà. Là encore, comme le disait Virginie tout à l'heure, ces ateliers sont en replay. Donc, ça veut dire que vous pouvez les regarder de chez vous. En plus, il fait encore un peu froid, donc le week-end, s'il pleut, un petit replay, ça fait du bien. Alors, c'est pas sur Netflix, c'est sur le site du Conseil régional. Vous trouvez ça et vous aurez un petit compte-rendu. Évidemment, le replay de cet atelier sera disponible prochainement. Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? D'une question toute simple. C'est quasiment une lapalissade. C'est bien gentil. On a vu dans les ateliers 1 à 3 qu'il fallait changer la stratégie, mettre en place une stratégie, définir des nouvelles missions, faire de nouvelles propositions de valeur à nos clients. C'est super. Donc là, ça y est, les clients ils sont chauds bouillants. Ils ont acheté les nouvelles missions. Donc ça, c'est bon. On a vu dans les fois précédentes qu'on allait gagner du temps, on allait avoir des nouveaux outils, des nouveaux process. Les collaborateurs, on va leur libérer un peu de temps. Et on a vu la dernière fois comment il fallait les embarquer. Alors, c'est bien gentil de les embarquer dans les nouveaux projets du cabinet, etc. Mais la question, c'est qui va faire, qui va réaliser les nouvelles missions, ces fameuses nouvelles missions d'accompagnement au pilotage, de full service ou même de data controller, data manager, etc. Qui va faire tout ça? Alors, en fait, on s'est vu et on a vu dans les ateliers que les collaborateurs vont gagner du temps. Quand il n'y aura plus de saisie, quand il n'y aura plus de TVA, c'est-à-dire à l'horizon de 3, 4, 5 ans, évidemment, il y aura moins de travail à faire. Et donc, les collaborateurs seront moins occupés. Ceci étant, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a une petite pénurie de collaborateurs en ce moment, donc il faut gérer ça. Et puis en plus, il y a un autre détail qui est, même s'ils avaient du temps, les collaborateurs aujourd'hui, ils n'ont pas appris ces métiers-là. Les collaborateurs qui ont appris à faire de la compta, qui font de la tenue, qui font de la révision, qui font des bilans, ils ne sont pas forcément compétents, enthousiastes. Ils n'ont pas du tout envie peut-être de faire de l'accompagnement, des tableaux de bord, du full service, de l'office manager ou que sais-je. Donc, ils ne savent pas les faire, ces missions. Et donc, la question, c'est qui va faire ces missions demain? En gros, il y a 2 hypothèses. Hypothèse numéro 1, on recrute. C'est-à-dire qu'en gros, c'est les nouvelles missions, c'est les nouveaux métiers. On n'a pas ça en stock, on n'a pas de collaborateurs qui savent faire ça. Donc, on va recruter des gens qui vont faire ce job. Alors là, si on prend cette option, il y a d'autres questions qui se posent. La première question, c'est on les trouve où, ces collaborateurs qui sont incompétents, 2, disponibles, 3, qui ont envie de venir dans un cabinet d'expertise comptable. On n'arrive déjà pas à trouver des comptables, alors trouver des gens qui ne sont même pas comptables, c'est pas encore gagné. Comment on les attire, comment on les retient, comment on les fidélise. Et puis après, une fois qu'on a trouvé, si tant est qu'on arrive à en trouver, qu'est-ce qu'on fait de nos collaborateurs actuels? Parce qu'aujourd'hui, certes, ils ont beaucoup de travail, mais dans 2, 3, 4, 5 ans, ils en auront moins, on l'a vu. Si ce n'est pas eux qui font les missions de demain, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et qu'est-ce qu'on va en faire de ces collaborateurs? Donc évidemment, cette solution, elle est bien sur le papier, entre guillemets, mais elle est très théorique parce que ce n'est pas une situation qui est viable. La deuxième hypothèse qu'on peut envisager, c'est qu'on garde nos collaborateurs actuels. Alors bien sûr, c'est un peu comme quand vous avez une maison et qu'il y a des gros travaux à faire, quoi. C'est-à-dire qu'il va falloir repenser un peu leur job, leur façon de travailler, ce qu'ils ont envie de devenir. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir évidemment les convaincre, parce que c'est bien gentil de nous vouloir, en tant que dirigeants de cabinet, leur faire des nouvelles missions, mais il faut évidemment qu'ils en aient envie. Il faut qu'ils expriment un choix, une préférence pour telle ou telle mission. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir les former à ces nouvelles missions. Une fois qu'on saura ce qu'ils ont envie de faire et ce dont nous, cabinet, on a besoin qu'ils fassent,
Et puis la troisième chose, c'est qu'au-delà de les former, c'est bien gentil, mais il va falloir les accompagner. Parce qu'il y a un niveau 0 qui est je sais faire du contrôle de gestion. 2, on m'a formé, on a fait une nouvelle formation un peu innovante pour m'habituer, etc. Puis 3, je sais le faire vraiment et je le fais. Ce n'est pas du tout la même chose. Les niveaux de compétences et de pratique ne sont pas les mêmes. Donc en fait, la conclusion, c'est quoi? C'est que effectivement, on va garder les collaborateurs actuels, on verra tout à l'heure dans la mesure où ils en ont envie, évidemment. On va arrêter de chercher le collaborateur idéal qui est jeune, qui sait faire des missions d'accompagnement, qui est disponible, qui a envie de venir chez nous, etc., etc. Parce qu'évidemment, si celui-là, il existait il y a longtemps qu'il serait rentré dans nos cabinets. Donc, ce collaborateur à 5 pattes, à 6 pattes ou à 8 pattes, il n'existe pas. Il faut quand même se mettre d'accord là-dessus. D'accord? En tout cas, il n'est pas plus facile à capter, à attirer dans les cabinets que ne le serait un collaborateur comptable. Et puis, par contre, il va falloir adapter les collaborateurs, les compétences des collaborateurs comptables pour leur apporter finalement des nouvelles compétences, de nouvelles cordes à leur arc. En fait, finalement, quand on part de la métaphore du mouton à 5 pattes, il va falloir rajouter des pattes à nos collaborateurs actuels, c'est-à-dire qu'on va leur rajouter des compétences nouvelles qu'ils n'ont pas, en tout cas qu'ils n'ont pas totalement, mais dont ils ont très souvent une grande part déjà. Mais sauf que c'est les collaborateurs qui n'ont pas utilisé cette compétence. On va s'apercevoir qu'en fait, ils ont des compétences qu'ils n'ont pas exploitées jusqu'à maintenant parce qu'on n'en avait tout simplement pas besoin dans les cabinets. Dans les cabinets, on fait essentiellement de la compta ou du social ou du fiscal ou du juridique, etc. Mais on n'utilise pas une palette aussi large que celle que les collaborateurs ont appris dans le cadre de leurs études. Alors, il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est que toute transformation, et notamment celle qui va nous concerner dans les cabinets là, a deux catégories de nature, d'impact sur les RH. Une transformation, un changement, une conduite du changement, c'est avant tout humain. Virginie rappelait tout à l'heure que la transformation numérique, elle est surtout humaine, c'est-à-dire que ce n'est pas changer de logiciel, d'ordinateur, d'écran plat ou ce que vous voulez qui est important, c'est de changer comment dirais-je, la façon de voir les choses des collaborateurs, c'est de les impliquer, de les embarquer, c'est de s'appuyer sur eux, c'est de les mettre au cœur du projet. Donc le premier défi, le premier enjeu, c'est de l'embarquement de l'équipe dans le projet, c'est-à-dire qu'il faut que les collaborateurs se mobilisent pour que ce projet aboutisse et que leur projet personnel aboutisse, puisque ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est évidemment de la convergence du projet du cabinet, qui est de développer des nouvelles missions, et du projet des collaborateurs pour justement s'investir dans cette nouvelle mission et faire que nous pourrons réaliser ces missions. La deuxième chose qu'il va falloir gérer vis-à-vis des collaborateurs dans cette transformation du cabinet, c'est la gestion des compétences. Il y a beaucoup de collaborateurs, beaucoup de cabinets, beaucoup de confrères, beaucoup de consoeurs qui disent la même chose. Moi, je suis OK pour faire autre chose, je suis OK pour faire une nouvelle mission. Les clients, on va en reparler dans le prochain cycle, mais globalement, les clients, ils sont intéressés, ils ont envie qu'on les accompagne, qu'on les aide, qu'on les assiste dans leurs projets, qu'on les aide à piloter leur entreprise. Tout ça, c'est OK. Mais le problème, c'est que moi, ce n'est pas mon métier. Je ne sais pas faire ça. Bien sûr, j'ai la compétence théorique parce que j'ai fait un BTS, un DCG, un DSCG, un DEC. Donc, j'ai appris les choses. Je sais faire de l'analyse financière, je sais faire du contrôle de gestion, je sais faire un tableau de bord. Mais bon, il y a une grande différence entre savoir le faire et le faire. Donc, toute la difficulté, ça va être effectivement d'apprendre, de mobiliser les compétences et d'apprendre aux collaborateurs à travailler ces nouvelles compétences. Il ne faut jamais oublier un point qui est absolument fondamental quand on fait de la transformation d'entreprise, de la conduite du changement, etc. C'est que changer, adapter une personne, un collaborateur, un salarié, un associé, c'est rarement ce qui est le plus simple à changer, les associés, c'est long. Parce que, effectivement, on a tous des habitudes, donc on a tous une façon de faire, une façon de travailler. Et puis, il y a un petit confort. Finalement, l'alias fiscale, c'est pratique parce que c'est quasiment tout le temps la même. Donc, finalement, il y a une petite routine qui s'installe et c'est pas si mal que ça, la routine. Ça nous évite trop de changer, de nous remettre en question, etc. Donc, on ne change pas un collaborateur ou un associé, je le répète. Comme on change un logiciel, c'est beaucoup plus long et donc, il faut y passer du temps, il faut être auprès d'eux, les accompagner, etc. Comment on fait concrètement pour transformer nos collaborateurs actuels en collaborateurs de demain? La démarche. La première des choses, c'est ce que nous avons vu dans les étapes précédentes, dans le premier cycle notamment, dans le premier module de 3 ateliers, c'est de choisir et de bien définir les missions qu'on a envie de faire demain.
En 2 mots, pas plus. Je vous rappelle qu'il y a des grandes catégories de missions. Les missions de production qui sont celles que l'on fait jusqu'à maintenant. Les missions d'accompagnement qui sont des missions qui concernent à peu près tous les clients, à peu près tous les cabinets, à peu près tous les collaborateurs. Ces missions sont accessibles à tous les collaborateurs, tous les cabinets, sous réserve évidemment d'en avoir envie. Après, vous avez les missions de conseil qui sont des missions très haut de gamme, qui peuvent être réalisées exclusivement par des spécialistes qui ont choisi, au-delà de leur cursus historique, de faire une spécialisation en gestion de patrimoine, en sécurité informatique, en RSE, en DAF externalisé ou des choses extrêmement pointues. Tout ça, c'est effectivement des missions de conseil. Et puis, vous avez encore des missions qui peuvent être encore plus éloignées de notre sphère historique, mais voilà. Donc, en gros, on a les missions de production et les missions d'accompagnement. Les missions de production, c'est les missions d'aujourd'hui et d'hier. Les missions d'accompagnement, ce sont les missions de demain. Chaque cabinet doit choisir les missions qu'il a envie de faire demain. Évidemment, il doit tenir compte des collaborateurs qu'il a, des clients qu'il a. Proposer de la RSE ou de la cybersécurité quand on n'a que des commerçants, des artisans et des BNC, ce n'est pas forcément la meilleure stratégie. Donc, il faut adapter, comme vous l'avez vu dans les épisodes précédents, dans les ateliers précédents, notre stratégie à nos clients. Par exemple, alors oui, je disais, il va falloir identifier les blocs de tâches de chacune des missions actuelles et futures. Autrement dit, il va falloir décortiquer les missions en blocs de tâches homogènes. C'est quoi un bloc de tâches? C'est un ensemble de tâches, un ensemble d'activités que l'on fait sur le dossier qui sont nécessaires. Et en fait, une mission, c'est quoi? C'est un empilement façon Lego de 5, 6, 8, 10 blocs de tâches qui vont s'empiler. La culture de la profession, et c'est ça qui va être dur à changer, c'est qu'en général, dans les cabinets, il y a un collaborateur qui va de A à Z. Et quand on dit « mais pourquoi on fait ça ?» La réponse, c'est quoi? Mais le client, c'est ce qu'il veut. On ne lui a pas demandé son avis, mais on présuppose, comme un postulat irréfragable, que le client, il veut un seul interlocuteur. À la limite, c'est même pas gênant. On peut avoir un seul interlocuteur sans pour autant qu'on n'ait qu'un seul producteur de la mission. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir découper les missions en blocs de tâches. Concrètement, j'ai pris un exemple. J'ai pris des exemples de blocs de tâches dans une mission de tenue de comptabilité. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est donc une étude des Moulins qui est sortie l'année dernière, qui a découpé la mission de tenue en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs de tâches. Et les blocs de tâches rouges, ce sont des blocs de tâches, par exemple, collecte des pièces papier, récupération des données, tenue comptable et déclaration fiscale périodique. Ce sont des blocs de tâches qui sont menacés à court terme par l'automatisation, la facture électronique, etc. Les blocs de tâches orange, révision périodique, travaux d'inventaire ou examen critique, ce sont des blocs de tâches qui sont un peu moins menacés, mais qui le seront quelques années plus tard. Et les blocs de tâches verts, entretien avec le client et puis conseil de proximité, ce sont des blocs de tâches qui sont très humains et donc qui sont des contacts directs avec le client et pour lesquels il y a très faible probabilité que ces blocs de tâches soient automatisés ou récupérés par une machine. Donc voilà, on découpe la mission en blocs de tâches, sachant que chaque bloc de tâches peut être fait par une seule personne, mais le bloc de tâche 1 n'est pas forcément fait par la personne qui va faire le bloc de tâche 2, le 3, le 4, le 5, le 6. On pourrait, à l'extrême, avoir 3 ou 4 collaborateurs pour faire l'intégralité de la mission. Donc l'idée, c'est que on a découpé les missions d'aujourd'hui, les missions de demain en blocs de tâches. La deuxième étape, c'est de dire, on va faire l'inventaire. C'est un peu comme si on faisait une recette de cuisine. D'accord ? La première étape, c'était de définir quels sont les ingrédients dont j'ai besoin. La deuxième étape, ça va être de dire, c'est quoi les ingrédients que j'ai déjà à la maison. Et donc, on va lister les compétences de toute l'équipe du cabinet. Personne par personne, on va lister ses compétences. Évidemment, ce n'est pas le chef dans son bureau tout seul qui va dire, bah, lui, il sait faire ci, ça, elle sait faire ça, etc., etc. Non. C'est qu'on va faire un travail, j'aime pas collaboratif, ça fait un peu pompeux, mais on va faire un travail ensemble, d'accord, avec le manager. Donc, si vous êtes un cabinet un peu important, vous avez des managers de proximité, des chefs de mission, ou des chefs de groupe, des choses comme ça. Si vous êtes un plus petit cabinet, c'est certainement l'associé ou le chef de mission ou le bras droit du dirigeant ou je ne sais quoi. Et on va travailler ensemble. Je préconise que chacun le fasse dans son coin en disant voilà ce que je sais faire avec tel ou tel niveau de compétence sur chaque type de connaissances et on va voir un peu quelles sont les compétences de chaque collaborateur. Et puis, on va, avec le collaborateur, voir ce qu'il sait faire, ce qu'il aime faire, ce qu'il a envie de faire demain. Et on va croiser avec les projets du cabinet. Si le cabinet a envie de développer des missions tableau de bord pour simplifier, eh bien, on va voir si dans l'équipe, il y a des collaborateurs qui ont une compétence a priori intéressante pour faire ces missions, même s'il ne sait pas tout faire, probablement il ne sait pas tout faire,
et s'il a l'appétence pour le faire. Autrement dit, est-ce qu'il a envie de travailler sur ces sujets-là? Oui, c'est ce que j'allais dire, Philippe. Tu l'as rajouté, je voulais dire l'appétence. Parce qu'en fait, s'il y a l'appétence, après la compétence, ça va suivre, c'est pas un problème. Et il faut trouver l'appétence. C'est comme lorsque on est parent et qu'on dit à nos joyeux ados à 16 ou 17 ans, mais toi, tu veux faire quoi dans la vie? Ils en savent rien. Et moi, je l'ai fait avec mes collabs au bureau. Je dis, OK, alors si demain, on fait plus de saisie, on fait plus de TVA, on fait plus d'IS fiscale, vous avez envie de faire quoi? Ben, moi, on me répond comme les ados. Donc, il y a la théorie et moi, je suis ravie qu'on ait des outils là, donc on découpe par tâche. Donc en fait, on fait l'état des lieux. Donc là, on va faire, c'est la chandeleur, c'est ça, on fait les crêpes, on a la farine, les œufs, etc. Et on va voir si on va réussir à faire les crêpes. Bon, avec ce qu'on a et on a envie de crêpes. Et tout le monde a envie de crêpes. Ok. Ça, c'était la semaine dernière que vous avez choisi de manger des crêpes. Oui. Voilà. Donc maintenant, on est à la phase de comment on fait pour. OK? Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'avec chaque collaborateur, on va faire le point, une sorte de bilan de compétences. Alors les puristes diront que c'est pas légalement un bilan de compétences, je suis d'accord. Mais moi je suis pas du tout un puriste de ça. Et donc c'est un point sur les compétences. Voilà. En général, quand je dis un point, ça passe mieux parce que sinon c'est pas un vrai. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on essaie de faire un état des lieux de ce qu'on sait faire, de ce qu'on aime faire, de ce qu'on a envie de faire. Voilà. Et évidemment, il faut impliquer le collaborateur, travailler avec lui, réfléchir avec lui parler de ce que va devenir le cabinet et voir où est-ce qu'il a envie de s'inscrire, où est-ce qu'il a envie de s'intégrer dans tout ça. Alors, comme nous sommes dans les ateliers de la transformation, qui dit atelier dit que tout le monde travaille. Et donc, nous avons la première interrogation. Donc, je vous rappelle comment ça marche. Vous allez sur le site Slido, S-L-I-D-O. Vous tapez Slido dans votre navigateur. Ah ben, ça va être plus compliqué. Voilà, donc vous tapez Slido dans votre navigateur et pendant que je remets les piles dans la zapette, vous allez pouvoir répondre à la première question que je viens d'ouvrir. Alors le code que vous devez saisir tout en haut de l'application, c'est AT comme atelier 6. Et dès que vous avez tapé AT6, normalement vous arrivez sur une page où il y a une première question qui est en ligne. D'ailleurs, il y en a déjà plein qui ont répondu. Alors, la question, c'est disposez-vous d'une synthèse des compétences disponibles? Autrement dit, est-ce que vous avez déjà travaillé sur les compétences dont vous disposez au cabinet? Est-ce que vous savez qui sait faire quoi et quelles sont comment dirais-je, les compétences? En gros, quel est le stock? Vous avez de la farine, vous avez des œufs, vous avez quoi en stock dans les placards? Quelles sont les compétences de vos collaborateurs? Quand je dis collaborateurs, c'est évidemment associé compris. Parce qu'effectivement, on sait bien que les compétences les plus rares sont souvent celles des personnes les plus gradées, les plus diplômées. Et donc, il faut aussi penser à intégrer les associés dans la liste des compétences. Donc, nous avons déjà un certain nombre de réponses. Je vais vous ouvrir. Nous avons déjà 60 votes. Alors, en direct, vous avez 6% des cabinets qui disent oui, nous disposons d'une cartographie des compétences de toute l'équipe. Donc, le travail a déjà été fait, 6%. 44% nous disent globalement, on sait qui sait faire quoi, mais on n'a pas vraiment formalisé la démarche et on n'a pas forcément travaillé avec les collaborateurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est souvent une approche un peu empirique et ça veut dire qu'il faut juste la finaliser, parler, partager. Souvent, le travail a du sens. Il faut juste le confronter un peu, travailler avec le collaborateur. Non, pas vraiment. Donc là, c'est 24% et non pas du tout, 25%. Est-ce que vous avez un petit commentaire? Non, rien de spécial. Donc en gros, il y a un petit 50% des cabinets qui ont un peu. Il y a un cabinet sur deux qui a déjà travaillé la question, un cabinet sur deux qui n'a pas travaillé la question. Voilà. Donc il faut s'y mettre parce que il faut faire l'inventaire des ressources avant de pouvoir passer à la suite, de savoir qui va faire quoi. Après, il va falloir travailler sur l'affectation de ces tâches. Alors, une fois qu'on a fait ça,
Donc, on a vidé les placards et on a vu qu'il y avait de la farine, des œufs, mais qu'il n'y a pas de sucre, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de tout ça. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? L'étape d'après. C'est quoi l'étape d'après? C'est de quelles compétences on va avoir besoin pour les missions de demain. Et donc là, on va faire l'inventaire de tout ce dont on a besoin demain. On a besoin de gens capables de faire les entretiens clients. On a besoin de gens capables de faire des tableaux de bord. On a besoin de gens capables de faire du reporting. On a besoin de gens capables de faire de la collecte de data de toutes les applications que le cabinet a pour automatiser l'OCR, etc., etc. Donc, voilà, on va identifier tous les blocs de tâches et donc toutes les compétences qui sont nécessaires pour réaliser chaque bloc de tâches. Alors, évidemment, je suis expert comptable, donc je sais que chez nous, les compétences, elles sont essentiellement verticales, ce qu'on appelle souvent les compétences métiers ou les compétences techniques. Est-ce que j'ai assez de gens qui savent faire un rapprochement bancaire, une TVA, un cadrage de TVA, monter un bilan, faire un bulletin de paye, faire que sais-je? Bien sûr, ça compte, c'est évident. Si on ne sait pas faire un rapprochement bancaire, c'est un peu compliqué pour faire des rapprochements bancaires. Mais il n'y a pas que ça. Parce que dans les nouvelles missions, on va s'apercevoir qu'on va avoir besoin de compétences un peu différentes, en plus des compétences techniques. Parce que, par exemple, quand on fait une mission tableau de bord, il ne s'agit pas d'établir un budget et de l'envoyer par mail au client. Il s'agit évidemment d'établir un tableau de bord, d'établir un budget, de faire un petit reporting pour indiquer au client où est-ce qu'on en est, mais après d'aller le voir et de discuter avec lui de son entreprise, pas de son grand livre, pas de sa balance, de son entreprise. Donc ça veut dire qu'il faut avoir été formé à avoir un entretien, à tenir un entretien avec le client, à s'exprimer avec lui, à parler de son entreprise dans des termes qu'il va comprendre. Si vous lui dites votre BFR a explosé, mais c'est normal parce que vous avez un problème de délai client, délai fournisseur, un fonds de roulement qui n'est pas assez élevé ou je ne sais quoi, il ne va rien comprendre, c'est terminé, la mission elle s'arrête là. Si on lui dit attention, votre trésorerie est très faible parce que les clients n'ont pas assez payé, il y a des clients qui ont un délai de paiement bien trop long, est-ce que vous voulez qu'on vous aide à les relancer? Non seulement il est content, il va faire la mission, il va la prolonger, mais en plus il va nous demander de relancer les clients, ce qui nous fera une deuxième mission. Donc voilà, ça s'apprend, c'est ce qu'on appelle les compétences transverses, ou quand on fréquente des dîners chics, on appelle ça les soft skills. Donc, dans les dîners chics, c'est bien, mais moi je voulais rebondir sur on va prendre une nouvelle mission qui est de relancer les créances clients de nos clients. Mais rien, alors ça paraît basique et à mon avis, ça c'est vraiment dans les missions qu'on va faire demain parce que nos chefs d'entreprise vont pas avoir le temps. Mais rien que de dire ça, là, il faut faire tout le job. Qui va faire ça au cabinet? Qui a la compétence au cabinet pour faire ça? On peut parler d'outils aussi. Est-ce qu'on sert d'un outil ou pas? Ou est-ce qu'on gribouille sur notre grand livre? Enfin voilà, donc on parle de ces nouveaux métiers qui peuvent être des métiers simples. Hein. La saisie, c'était pas trop compliqué. Relancer des clients, c'est pas trop compliqué. Et la grande question, c'est est-ce que le collaborateur qui hier savait faire la saisie, il va réussir à relancer les clients parce que c'est pas les mêmes compétences, c'est pas les mêmes soft skills. Et la vraie question est là. Et comment on fait pour les transformer cela? Alors c'est exactement ça, c'est évidemment tout l'enjeu de ce dont on parle aujourd'hui, c'est la gestion des compétences. Comment on fait passer quelqu'un qui faisait de la saisie à quelqu'un qui fait du recouvrement de créances clients pour nos clients? Alors déjà, évidemment, il n'y a rien d'automatique. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous faisiez de la saisie que vous allez faire cette mission-là demain, parce que, comme tu le disais, les compétences ne sont pas du tout les mêmes. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai accompagné un cabinet où il y avait une femme d'une 50aine d'années. Et quand j'ai fait une explication de ce qu'allait devenir la profession avec de moins en moins de saisies, de moins en moins de TVA, et à l'horizon de 3, 4, 5 ans, il n'y aurait plus de TVA, elle s'est mise à pleurer. Parce qu'elle a dit, mais moi, je sais faire que ça fait 20 ans que je travaille et 25 ans que je fais ce métier-là, je ne sais rien faire d'autre. On a passé la journée ensemble, j'ai présenté tous les métiers possibles, etc. Après, on a réfléchi avec le cabinet pour sa stratégie de demain. Et dans les missions qui sont apparues comme étant un vrai besoin de leurs clients, il y avait le recouvrement des créances de leurs clients. Et alors là, la personne en question, la dame en question, qui faisait de la saisie depuis 25 ans, elle a commencé à avoir la banane, elle était heureuse, mais elle dit, mais moi, je sais faire ça. Parce qu'il faut parler avec les clients, moi j'adore ça, il faut les relancer, leur téléphoner, leur faire un mail, etc. Je sais faire ça très très bien. Et en fait, comme tu le dis, elle avait des qualités, des soft skills que nulle part elle aurait indiqué dans un bilan de compétences parce qu'elle n'y aurait pas pensé. Mais quand on a commencé à présenter la mission en disant les qualités qu'il faut, c'est pas être un bon technicien de la TVA, du truc, du machin, savoir faire de la saisie, c'est juste savoir être convaincant, expliquer, parler. Donc bien sûr, il faut la former,
pour lui apprendre ce métier. Bien sûr, il faut un outil en cloud qui est qu'on a évidemment le même accès que le client et qu'on sait que quelqu'un a payé. Mais une fois qu'on a dit ça, elle était ravie. À la fin de la journée, elle m'a dit « mais j'ai passé une super journée », alors qu'à 10 heures, elle me détestait. Elle pleurait, mais elle me détestait. Ouais, je fais souvent, ouais, c'est comme ça. Alors, et enfin, dernière qualité qu'il faut aussi penser à étudier, c'est les compétences sectorielles. On a plein de cabinets qui ont des secteurs d'activité qui sont plus représentés que d'autres dans leur clientèle, l'immobilier, je sais pas quoi, la banque, l'assurance, les pharmaciens, les boulangers, que sais-je. Il est évident que quand on a 12 pharmaciens dans notre clientèle, c'est intelligent d'avoir des collaborateurs qui sont un peu spécialisés dans ce métier-là et qui sont capables, qui connaissent donc du coup bien le langage, bien les modèles économiques, bien les méthodes de ces professions-là, qui sont aussi capables de compiler tous les résultats de tous les clients de ce secteur d'activité qu'on a au cabinet et de faire un petit benchmark mensuel. Quand on va voir le client à la fin du mois en lui parlant des résultats du mois dernier, on est capable de lui dire, bah, écoutez, vous avez fait plus 2, sachez que la moyenne des 22 pharmaciens qu'on a au cabinet, on fait plus 4 ou moins 5. Et donc, ça permet au chef d'entreprise de se benchmarker par rapport à la concurrence. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir redéfinir la répartition des tâches pour chaque mission. Et ça, c'est évidemment probablement l'un des aspects les plus compliqués. On a vu tout à l'heure qu'on allait découper chaque mission en morceaux, ce qu'on appelle des blocs de tâches. Et jusqu'à maintenant, on a vu aussi que 90% des cabinets faisaient que tous les blocs de tâches d'une mission étaient réalisés par un seul et même collaborateur. Eh bien, demain, probablement, il faudra découper. Pourquoi il faudra découper? Parce que comme il n'y a plus de saisie et plus de TVA, il va falloir, on va réduire considérablement le temps de passer sur les dossiers. Et la question qu'il va falloir se poser, c'est que le client à qui on ne fait plus la saisie, la TVA, il va falloir lui proposer d'autres prestations. Mais la personne qui faisait la saisie et la TVA, elle n'est pas forcément capable de faire l'entretien, le tableau de bord, le reporting, l'analyse des flux, l'analyse de le recouvrement des créances, etc. Donc, ça veut dire qu'il va falloir redécouper un peu tout et donner à chacun la tâche qu'il est capable de faire, les tâches qu'il est capable de faire. Et il y a 2 règles qu'il faut avoir toujours en tête. C'est la règle de la subsidiarité, le principe de la subsidiarité, qui dit quoi? Qui dit que vous ne faites une tâche, vous ne faites un travail qu'à la condition que votre subalterne, que la personne qui bosse en dessous de vous, ne soit pas capable de la faire. S'il est capable de la faire, c'est lui qui l'a fait. D'accord? Donc je ne fais que si je suis en gros le seul, enfin le premier par ordre hiérarchique à être capable de le faire. Bien sûr, mon chef, il est sûrement capable de le faire, mais par définition, il ne va pas le faire puisque moi, je sais le faire. Bon, ça, c'est le principe de la subsidiarité, c'est-à-dire que ça permet de faire monter les collaborateurs, de les motiver, de les impliquer, de les faire grandir. Parce qu'on essaie toujours de faire le travail, je dirais, que les autres ne savent pas faire, et donc nous, ça nous oblige à grandir. La deuxième chose, c'est la délégation. Alors ça, c'est le contraire, c'est-à-dire que ce n'est pas celui qui fait qui va s'obliger à donner, c'est le contraire, pardon, c'est celui qui fait qui va s'obliger à donner à son subalterne. Évidemment, on ne va pas le lâcher dans la nature en disant tiens, débrouille-toi, fais le bilan de l'entreprise, machin. Mais on va devoir l'accompagner, le former, lui expliquer, le suivre, être là quand il a besoin qu'on soit là, ne pas être là quand il se débrouille très bien tout seul. Et cette délégation, elle est absolument essentielle. Là encore, il ne faut pas faire ça sur une mission exceptionnelle, tordue, compliquée, en pleine période fiscale, quand on n'a rien préparé. Il faut anticiper, préparer, en parler, avoir un collaborateur à qui on va confier une mission qui est d'accord pour récupérer cette tâche nouvelle, qui va le faire grandir, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des méthodes qu'on n'utilise pas beaucoup en cabinet, mais qu'on va être obligé d'utiliser. Ne serait-ce que parce qu'on n'a plus la possibilité d'embaucher des collaborateurs avec 3, 4, 5 ans d'expérience, de bon niveau, etc. Il y a une telle raréfaction, une telle pénurie de collaborateurs de bon niveau. Quand je dis bon niveau, c'est avec expérience, avec un diplôme élevé, etc. Qu'en fait, il va falloir faire le jeu des chaises musicales. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire monter tout le monde d'un cran. Et on va les obliger à se tirer vers le haut, à grandir pour qu'effectivement, ils fassent un travail qu'ils ne faisaient pas avant. Les gens qui faisaient de la tenue de la révision vont faire plus de révisions et peut-être aller jusqu'au bilan. Les gens qui allaient jusqu'au bilan vont faire du reporting, vont faire de l'arrêté de compte mensuel, vont faire un reporting mensuel et prépareront les tableaux de bord. Les gens qui faisaient le bilan jusqu'au bout et qui faisaient un entretien annuel plus ou moins tout seul, pas trop, ils n'étaient pas trop à l'aise, eh ben, on va les envoyer faire les entretiens mensuels avec les clients. Et tout le monde va être formé, accompagné, on va tous grandir. Il va y avoir un effet de chaise musicale qui va effectivement… Du coup, la saisie, qui n'existera quasiment plus, l'intégration des data par les API, etc., eh bien, ça va être les fameux data controllers, les fameux data managers dont nous avons largement parlé
dans l'atelier numéro 4 avec Jean-Marc Choucroune, un confrère, qui a mis ça en place dans son cabinet et qui en était très content. J'aime beaucoup cette citation de Theodore Roosevelt qui disait « Le meilleur manager est celui qui sait trouver des talents pour faire les choses et qui sait aussi réfréner son envie de s'en mêler pendant qu'ils les font. » Autrement dit, un manager, c'est quelqu'un qui fait confiance pour donner une partie de son travail, mais qui fait confiance aussi aux collaborateurs pour le laisser faire comme il a envie de faire, en étant là quand le collaborateur a besoin et pas en le fliquant en permanence, en étant là si le collaborateur en a besoin, en faisant un point avec lui avant et en faisant un point avec lui après sur ce qu'il a rencontré comme difficulté, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas notre spécialité. Ça s'apprend, manager. Hein. Il y a la SFOREF propose des séminaires pour apprendre à manager, notamment quand on nomme un chef de mission. Sup-expertise, tout à fait, pardon. Sup-expertise propose des séminaires pour apprendre à manager, devenir manager ou autre. Voilà. Étape numéro 4, on a fait le point sur les ingrédients dont on avait besoin. On a fait le point sur les ingrédients qu'on avait. Maintenant, la question, c'est qu'il nous en manque un certain nombre. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On va aller faire les courses. L'étape numéro 4, c'est adapter les compétences, autrement dit, faire les courses. Je sais les compétences que j'ai, je sais les compétences dont j'aurai besoin si je veux développer les missions nouvelles. La question, c'est comment je fais pour y arriver. Eh bien, le comment je fais pour y arriver, on va le voir après, c'est l'ensemble des actions que le cabinet et les collaborateurs, ensemble, vont décider de mettre en œuvre pour être prêts le jour J. Si dans 1 an, on a envie de développer des missions de recouvrement, eh ben, on va faire un rétro-planning, comme si c'était finalement une petite saison fiscale. On va se dire, dans 1 an, il faut qu'on propose la mission, donc 1 mois avant, il faut faire ci, 1 mois avant, il faut faire ça. Il faut commencer à sélectionner dès aujourd'hui les collaborateurs qui ont envie de s'y mettre. Il faut les former pour y arriver, les accompagner, faire un test, les entraîner, etc., les aider, les faire répéter, etc., pour qu'ils soient prêts le jour où, en parallèle, on va packager la mission. Ça tombe bien, c'est l'atelier numéro 7 qu'on fera au mois de mai. On va apprendre à vendre la mission à nos clients. Ce sera l'atelier numéro 8, etc., de telle sorte qu'en fait, tout se passe en parallèle. On va travailler sur quels outils on va utiliser. En parallèle, on va faire quelles compétences on va donner aux collaborateurs. Et enfin, en parallèle, on va travailler sur comment on en parle aux clients, comment on le vend aux clients. C'est donc la fameuse adaptation des compétences. On va voir qu'en pratique, comment on fait. On adapte les compétences en proposant des formations, des accompagnements. Après, vous allez avoir aussi, par exemple, des besoins de faire des missions qui vont être très ponctuelles. Une mission que vous allez avoir faire 1 fois ou 2, peut-être que vous n'avez pas envie, peut-être que vous n'avez pas besoin, peut-être que vous n'êtes pas prêt, peut-être que vous allez recruter, mais que la personne n'est pas arrivée. Dans ces cas-là, il faut peut-être faire appel à des ressources externes. Prenez un sous-traitant. Vous avez des jeunes confrères qui s'installent, qui sont brillants, qui ont envie de faire plein de choses, qui ont un peu de temps. Ça vaut le coup de leur en parler, notamment utiliser le site Bibizy qui a été conçu pour. Alors, donc Bibizy, site de co-traitance entre experts comptables, mais ce que je voulais surtout rajouter, c'est, donc tu parles d'une mission qu'on fait presque jamais et que là, on pourrait être appelé à faire 1 ou 2 fois. Au début, quand on ne sait pas la faire. Ou au début, quand on ne sait pas la faire. Mais en fait, peut-être que finalement, personne n'a envie de la faire et qu'il faut peut-être ne pas y aller. Et c'est ça que je voulais rajouter. On n'est pas obligé d'accepter toutes les missions. Il y a des dossiers, on le sait tous, hein, dans nos cabinets, qui barbent les collaborateurs. Là, j'ai vu sur Twitter, il y a quelques experts comptables qui partagent des expériences. Et si j'ai bien compris, fin décembre, on fait la liste des clients dont on veut plus. Et on écrit à tous les clients. Voilà. Donc, on peut également, moi je l'ai fait dans mon cabinet il y a 2-3 ans, hein, je fais un point à la fin de chaque période fiscale avec les collaborateurs. Je leur demande ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé. Et quand ça s'est mal passé, souvent on se rend compte que c'est peut-être que 2 dossiers dans le portefeuille qui a tout bousillé, qui a fait qu'il y avait du stress chez le collab et manque de bol, c'est le client qui ne range pas ou c'est le client qui ne nous transfère pas ses données. Et puis en plus, c'est le client qui ne paye pas. Alors si c'est le client qui paye, on en rediscute. Hein, mais si c'est le client qui ne paye pas et qu'il n'est pas rentable parce qu'on passe tellement de temps à le relancer, il faut oser lui dire non et arrêter ces missions-là. C'est ça que je voulais dire parce que souvent, nous, experts comptables, on n'ose pas. Et après, on a des collaborateurs qui donnent leur démission. On n'arrive pas à recruter.
on paye 10 000 € une boîte de recrutement pour changer ce collaborateur parce qu'on n'a pas voulu perdre un dossier à 3 000 €. Je dis ça, je ne dis pas grand-chose de plus. Choisir ses clients, c'est essentiel. Ne pas accepter n'importe quel dossier, notamment quand on ne connaît pas le secteur d'activité. Aussi, tout simplement, l'investissement est tel que ça ne vaut pas le coup de se lancer alors qu'on n'aura qu'un seul dossier. Alors bien sûr, vous allez me dire, si on fait ça, on n'aura jamais aucun secteur. Mais après, il y a des secteurs dans lesquels on a envie de s'investir, d'autres pas trop. Après, évidemment, il y a du recrutement. Vous avez des collaborateurs qui vont partir à la retraite, qui vont, etc. Donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour les remplacer? Dans ces cas-là, quand vous recrutez, la règle, c'est qu'on ne recrute pas le clone du collaborateur qui est parti. On recrute quelqu'un qui correspond aux besoins qu'on aura plutôt demain plutôt qu'aujourd'hui. Et on ne remplace pas à l'identique quelqu'un qui s'en va. Au moment où il y a un départ, on réfléchit à se dire de quel profil idéal j'aurais besoin. Voilà. Alors, pour résumer, les collaborateurs, on ne pourra pas faire l'économie d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Alors, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, c'est exactement ce qu'on vient d'expliquer. C'est-à-dire, on fait le point sur les missions de demain, les métiers de demain, sur les missions et les compétences d'aujourd'hui, on voit ce qui nous manque et on essaye de réduire les trous dans la raquette pour qu'on ait l'équipe qui correspond aux besoins de demain. C'est ce qu'on appelle une gestion des emplois et des compétences. Donc, on travaille avec chaque collaborateur. L'idée même de travailler chacun dans son coin, c'est-à-dire que le dirigeant qui fait sa réflexion sur les missions, sa réflexion sur les compétences des collaborateurs, sa réflexion sur qui va faire quoi, et qui après envoie un mail aux collaborateurs en disant tiens, je t'ai inscrit à une formation la semaine prochaine, c'est la cata. C'est-à-dire qu'il faut évidemment qu'on prenne du temps avec chaque collaborateur, qu'on lui explique pourquoi il va falloir changer de métier, parce que le métier actuel est plus disponible demain, mais il va falloir l'écouter, le motiver, l'embarquer, travailler avec lui sur qu'est-ce qu'il a envie de faire. Parce que, comme tu le disais, un collaborateur qui est motivé, il sera beaucoup plus, comment dirais-je, partant, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus enjoué que si on lui impose un métier. Et si on lui impose un métier, compte tenu du marché actuel, il va tout simplement s'en aller. Donc l'idée, c'est évidemment qu'il faut travailler avec le collaborateur, pas chacun de son côté. Il est évident que tous les collaborateurs d'aujourd'hui ont une place demain. Les seuls qui n'auront pas leur place demain dans le cabinet, c'est ceux qui ne voudront pas changer. Or, si leur métier de demain disparaît, ça va être difficile de ne pas changer dans votre cabinet comme dans n'importe quel autre cabinet, voire dans les entreprises. Parce que souvent, les collaborateurs disent, bon, le cabinet ne m'intéresse plus, je vais en entreprise. Mais on ne saisira pas plus d'écriture en entreprise, on ne fera pas plus de TVA en entreprise demain. Donc, il faut bien comprendre que les collaborateurs, c'est vraiment l'or noir des cabinets aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il faut évidemment être à leur écoute, leur proposer un plan de carrière qui leur plaît, qui les motive, qui les implique, dans lequel ils ont envie de s'éclater, parce que ça va être un nouveau métier. Bien sûr, ça fout la trouille. On le voit bien, quand vous discutez avec les collaborateurs en disant « Tiens, demain, tu vas changer de métier, tu vas faire ça », ils ont les pétoches à 2000. Mais quelque part, quand ils savent qu'on est à côté d'eux, quand ils savent que s'ils ont besoin, on sera là, ça leur donne envie de se lancer. Et puis quand ils voient un collaborateur qui a réussi, ils ont envie de réussir aussi et de se lancer aussi. Donc c'est vraiment un challenge et c'est vraiment une épopée qu'on doit vivre tous ensemble. Et ce que j'aimerais rajouter, donc donc on est très très centré sur nous, les experts comptables, mais alors je ne sais pas s'il y a eu des analyses ou des statistiques qui ont été faites, mais tous les métiers changent aujourd'hui. Évidemment, pas que le métier d'expert comptable. Regardez les agences de voyage hier. On a quand même Thomas Cook qui a déposé le bilan il y a 2-3 ans, la première agence mondiale. Donc, il y a la révolution. Dans cette révolution numérique, révolutionne beaucoup de métiers chez des architectes, en médecine. Alors, peut-être pas le médecin généraliste et encore, mais on le sait qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle chez les radiologues, etc., etc. Donc, tous les métiers changent et tous les métiers évoluent. On n'est évidemment pas épargné ou à part. Et moi, je me souviens très bien quand j'ai commencé le métier, j'étais directement expert comptable stagiaire. Et je le raconte souvent, mais j'arrive et donc j'ai bac plus 5. Et je saisis des factures. Alors, on m'avait gavé à m'expliquer la fusion, la consolidation, et puis pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis après, même. Donc, au début, je saisissais, et puis après, au bout de 2 ans, j'étais responsable d'un portefeuille de dossiers et je faisais des fiches de paye, je faisais le juridique. Donc, j'ai appris énormément de choses. En revanche,
commencer par saisir des factures quand on a bac+5. Alors, je sais qu'on doit tous apprendre le métier, hein, et moi, j'ai fait la même chose aussi avec mes collaborateurs. Mais parfois, quand je fais ça, eh ben, les collabs, ils partent au bout de 3 mois parce qu'ils se disent, ils sont pas là aussi pour ça. Donc, hier, on saisissait. Aujourd'hui, on intègre. Bien évidemment, il faut intégrer. On peut s'interroger sur le nom des postes et le nom de... parce que je discutais avec des personnes extérieures à nos métiers qui nous disaient collaborateur junior, chef de mission. En fait, c'est nos noms en interne. C'est pas des noms éloquents pour le client, en fait. Le client chef de mission ne comprend pas ce que ça veut dire. En fait, on se parle à nous. Et demain, je pense qu'il faut vraiment, et ça je le dis souvent, enfin, demain, il faut parler aux clients. Aujourd'hui, je vous l'ai souvent dit dans ces ateliers, quand on regarde l'organisation de nos cabinets, et mon cabinet est vraiment dans cet état-là, les plannings de tâches, ils sont rythmés avec des dates de TVA, des dates de DSN, des dates de tout ce que vous voulez. C'est pas des échéances tableau de bord, c'est pas des échéances rendu client, c'est entre faire l'alias fiscal ou le rendez-vous bilan, et ben si on est ric-rac, on va plutôt faire l'alias fiscal que le rendez-vous bilan. Donc on a mis aujourd'hui les administrations au cœur de notre système, alors qu'il faut qu'on mette le client au cœur du système, et ça, c'est ça qui va tout révolutionner, et jusqu'au, je pense, au nom des postes de nos collaborateurs. Parce que, bon, collaborateur junior, ça veut dire quelque chose, mais chef de mission, pourquoi chef de mission, ça parlerait à nos clients? Tout à fait. Vous en parlerez pour les ateliers 7, 8, 9 qui travaillent sur la relation client. Les outils. Alors en fait, il existe plein d'outils pour mettre en place tout ça. On a vu qu'il y avait 4 étapes, 4-5 étapes. Et bien, en fait, il existe des outils dans les cabinets. Un certain nombre de cabinets, d'ailleurs, ont déjà mis en place ces outils. Sur le site Cap Performance, vous avez aussi des outils que vous pouvez télécharger pour réaliser ces différents... vous avez des modèles Word, Excel, téléchargeables gratuitement. Vous avez évidemment la fiche de poste, donc ce que le collaborateur est censé faire dans le cadre de ce poste-là. Vous avez les entretiens avec le collaborateur. Je ne parle pas des entretiens obligatoires, légaux, etc. Mais les entretiens où on travaille sur les compétences, parce qu'effectivement, si le manager ou le patron du cabinet travaille seul en essayant d'identifier les compétences d'un collaborateur, bah, il n'aura pas ses envies, il y a plein de choses qui vont lui manquer, puis il n'a pas non plus forcément connaissance de toutes les compétences du collaborateur, surtout si le collaborateur a fait autre chose avant, s'il a travaillé ailleurs, etc. Après, vous avez le bilan de compétences du collaborateur ou le carnet de compétences ou l'état des lieux des compétences. C'est en gros l'inventaire de tout ce qui s'est fait avec les compétences techniques, les compétences transverses, les compétences sectorielles. Et enfin, vous avez la consolidation de tout ça, qui s'appelle souvent la cartographie des compétences du cabinet. Autrement dit, on va rassembler dans un seul document, dans un seul et unique document, l'intégralité des compétences disponibles au cabinet. Par exemple, typiquement, pour faire les entretiens clients, combien de personnes au sein du cabinet peuvent faire des entretiens clients? Ah, ils sont 2 sur un cabinet de 8, par exemple. Donc, ça veut dire qu'en priorité, ces 2 personnes-là, on va les affecter à tous les entretiens clients du cabinet. Mais ça veut dire qu'ils passaient les 3 quarts de leur temps à faire des bilans et des liasses fiscales. Ça veut dire que quelqu'un d'autre va récupérer une partie des liasses fiscales parce qu'on a envie de passer plus de temps avec les clients. Donc, il faut libérer du temps aux gens qui peuvent faire des entretiens clients. Et comme ça, on va descendre et vous allez voir qu'à la fin, on va s'apercevoir que tout le monde va monter d'un grade et tout le monde va grandir grâce à cette méthode. Alors, en annexe, comme il y aura le replay, il y aura aussi la possibilité de télécharger le diaporama, comme à chaque fois. En annexe, on vous a mis des documents qui s'appellent « Pour aller plus loin ». Vous avez un exemple et une explication de ce qu'est une fiche mission, de ce qu'est un entretien, de ce qu'est un bilan de compétences, une cartographie. Le tout est à télécharger gratuitement, évidemment. Et maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore endormis ou pas partis prendre l'apéritif, nous allons leur reposer quelques questions. Alors, vous retournez sur Slido, vous retapez AT06. Je vais essayer de ne pas casser une nouvelle fois la zapette. Et là, vous avez plusieurs questions qui vous sont proposées. Donc, la première question, c'est « Disposez-vous de fiches de poste pour les collaborateurs ?» Donc là, il y a une question qui s'est allumée. D'accord? Donc, c'est pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Systématiquement 25 et la plupart du temps 25. Ah, ça systématiquement baisse un peu. En gros, il y a plus de 50% des cabinets qui ont des fiches de poste. C'est pas mal quand même, 55%. Je ne sais pas si je vous l'ai mis en partage.
Ah, voilà, il n'y a que moi qui avais les résultats. Donc voilà, je partage. Donc il y a en gros 50%, vous êtes une cinquantaine à avoir répondu. Il y a 50% des cabinets qui ont des fiches de poste et 50% qui en ont beaucoup moins, un petit peu de temps en temps, rarement ou pas du tout. Sur Cap Performance, vous avez des fiches de fonction, des fiches de poste qui vous sont proposées. Vous pouvez les, c'est du Word, donc vous les aménagez, vous les présentez exactement comme vous voulez. C'est gratuit, anonyme, vous les récupérez, vous piochez dedans ce qui vous intéresse, et donc voilà. Donc on ferme cette question-là. Deuxième question. Ups. Tac. Pareil. Alors, au sein du cabinet, pratiquez-vous des entretiens avec les collaborateurs? Systématiquement, la plupart du temps, de temps en temps, rarement jamais. Ah oui, là c'est vachement bien. Et j'ai partagé là. Des entretiens, oui, c'est ça, les entretiens, pas sous un cadre légal, enfin vous pouvez le mettre en plus dans le cadre légal, etc. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment sur le fond du sujet, la compétence, ce qu'il a envie de devenir, ce qu'il a fait comme progrès, quelles sont les compétences qui lui manquent pour faire telle ou telle mission, telle ou telle tâche, etc. Par exemple, qui aide énormément à prendre les informations. Mais il pourrait servir à ça, en fait. Ça éviterait de multiplier. Ouais. Régulier sur les compétences, sur le niveau des progrès, sur tout ça. Ça peut rentrer dans le cadre des entretiens obligatoires professionnels et autres, mais ça peut être fait dans un cadre plus informel si on en a envie. Okay. Là, c'est très, très bien. Il y a deux cabinets sur trois qui font systématiquement des entretiens avec les collaborateurs. Troisième question. Au sein de votre cabinet, avez-vous une bonne connaissance des compétences de chaque membre de l'équipe? Bon, il y en a un qui répond toujours le premier, et il est toujours oui, très bien. Donc lui, je ne sais pas qui c'est, mais il faut le repérer. C'est anonyme, hein. Je ne sais pas qui c'est, mais... Donc, au sein de votre cabinet, avez-vous une bonne connaissance des compétences de chaque membre de l'équipe? Donc là, on n'en est pas loin de 50 votes. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça ressemble un peu à la première question qu'on avait posée. Avez-vous fait un inventaire des compétences disponibles au sein du cabinet? Donc on a 50% des gens qui, en gros, disent oui. Et en gros, 50% des gens qui disent globalement, on a une idée, mais on ne l'a pas vraiment formalisée. Donc c'est plutôt très bien. J'ai peur que ce soit peut-être un peu trop optimiste, pour être très honnête. Parce que ça veut dire qu'il y a 95%, 90-95% des cabinets qui ont une bonne connaissance des compétences internes. J'ai peur que ce soit fait un peu rapidement. Allez, on y va. On continue. Dernière question. Alors, au sein du cabinet, disposez-vous d'une synthèse des compétences disponibles globalement au cabinet? Donc là, c'est, avez-vous un genre de cartographie des compétences? Avez-vous une vue d'ensemble? Là, on est sur la vue d'ensemble. Par exemple, si vous vous dites demain, j'ai envie de développer telle ou telle mission, ou bien à l'inverse, si vous avez une stratégie qui consiste à dire quelles sont les compétences disponibles en interne, du coup, je vais en déduire quelles sont les missions que je peux proposer à mes clients. Et là, c'est vraiment extrêmement bien réparti. On a une quarantaine, cinquantaine de votes encore. Oui, tout à fait, 13%. Globalement, oui, mais pas trop formalisé, 30%. Non, pas vraiment, 27%. Non, pas du tout, 25%. Donc là, on n'a pas de vision globale. C'est-à-dire que globalement, si on reprend par rapport à la question précédente, on avait quand même beaucoup, 95% des cabinets qui avaient une connaissance des compétences de chaque collaborateur. Par contre, il y a un cabinet sur deux seulement qui a travaillé sur la consolidation des compétences de l'ensemble du cabinet. Donc là, c'est un travail à faire parce qu'évidemment, si vous voulez développer des nouvelles missions, ce serait bien d'avoir une vue d'ensemble de ce qui est disponible au sein du cabinet comme compétences. Voilà. Alors, on continue, on reprend. Donc, peut-être une bonne nouvelle, puisqu'en fait, la difficulté, on l'a bien vu, c'est que beaucoup de cabinets répondent que, en gros, ils aimeraient bien effectivement faire un peu tout ça,
mais ce n'est pas vraiment formalisé. Ils ont réfléchi globalement, mais ils n'ont pas formalisé. Ils n'ont pas fait de cartographie de compétences. Ils n'ont pas identifié personne par personne les compétences. Et c'est vrai que faire les fiches de fonction, définir les missions de demain, faire le bilan de compétences, faire la cartographie, l'analyse des besoins des compétences nouvelles pour demain, ce n'est pas forcément quelque chose qui est facile à faire tout seul avec un papier, un crayon. Ce n'est pas forcément simple. Et alors là, si j'ai bien compris, il y a peut-être une bonne nouvelle. Alors, on espère avoir une bonne nouvelle parce que nous avons demandé une subvention publique pour mettre à disposition cet outil au cabinet d'expertise comptable, qui serait donc un outil informatique où nous mettrions toutes les compétences et les blocs de compétences des tâches des collaborateurs, et ça serait un outil qui vous permettrait donc faire ce diagnostic de compétences, cette cartographie, et qui ensuite pourrait être couplé avec le catalogue de formation de subexpertise, et comme ça pourrait vous permettre d'avoir le plan de formation du collaborateur, puisque bien évidemment, à un moment donné, on débouche sur un plan de formation et des actions pour que notre collaborateur soit opérationnel dans 1 an, dans 6 mois, dans 24 mois. Ça dépend de la nouvelle mission que chacun souhaite avoir. Le collaborateur veut évidemment y aller et l'expert comptable est partant pour vendre ce que vous voulez. Alors, ça peut être du RSE. Je sais que ça énerve Philippe quand je dis le RSE, mais bien évidemment, beaucoup plus facile, on a tout le full service, hein, les missions dont on parlait de recouvrement des créances clients, fournisseurs, de payer les fournisseurs pour nos clients également. Il y a des outils informatiques qui le font très bien aujourd'hui, mais c'est pas parce que vous allez acheter l'outil demain que vous allez le mettre en place. Vous verrez bien, on peut tous commencer comme ça, et je pense qu'on l'a tous fait, d'acheter un outil et de se rendre compte finalement qu'il reste dans le tiroir, et il reste dans le tiroir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait cette démarche qu'on vient de vous exposer depuis 1 heure, qui est indispensable pour faire l'outil, savoir qui va servir l'outil, en fait, qui a envie d'aller dans cette nouvelle mission, et est-ce qu'il en a les compétences, et s'il en a l'envie et pas les compétences, quel plan de formation? C'est exactement ça. 2 petites précisions. La première, c'est que nous venons de terminer la première promotion de la Newbies Academy il y a quelques jours. Et en fait, les participants étaient globalement très contents parce qu'ils sont repartis avec des missions concrètes, et on a échangé ce week-end parce qu'ils se sont créés un groupe WhatsApp, enfin, ils se sont envoyés des mails, etc. tout le week-end. Et puis, sur la totalité des participants à la Newbies Academy, il y en a un certain nombre qui ont déjà, donc ils ont défini ensemble de A à Z 3 missions qu'ils ont choisies. Eux tout seuls, ils les ont développés, et pendant tous les séminaires, on leur a montré, et ils ont fait exactement ce qu'on vient de voir depuis quelques séances. Et ce week-end, ils s'écrivaient les uns les autres en nous mettant en copie, ce qui est sympa. Et il y en a plusieurs qui ont développé des missions. Il y en a, par exemple, typiquement sur l'ECF, il y a quelques experts comptables qui ont envoyé une proposition de mission à leurs clients. Ils ont eu les 2/3 des clients qui ont dit oui tout de suite. Et donc, ça y est, ils ont enclenché la mission, ils ont commencé à les faire, ils ont fait des fiches missions, ils ont découpé, ils ont vu qui allait faire quoi, etc. Donc, ça marche. Cette démarche, elle peut paraître un peu longue, un peu fastidieuse. On a plutôt envie d'aller directement à la fin, mais malheureusement, il faut monter marche après marche. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que avec Supexpertise, on est aussi en train de travailler sur la recherche de financement, non plus pour l'outil en tant que tel dont Virginie vient de parler, mais pour le financement des formations des collaborateurs. On en parlait quelques minutes avant de commencer, ce qui veut dire que on espère là encore revenir vers vous rapidement pour vous proposer des solutions pour financer les formations de vos collaborateurs, donc ce qui permettrait évidemment de simplifier l'accès à toutes ces formations innovantes d'adaptation des compétences. Alors, maintenant, c'est fini la théorie, la grande théorie. Pauline, elle est prête. Donc, alors, en 2 mots, Pauline, donc, elle est RRH dans un cabinet d'expertise comptable, et parmi les jobs que vous avez, il y a tout ce qui touche justement à la gestion des compétences. Donc, concrètement, on a peut-être un peu de pénurie en ce moment à recruter, des difficultés, c'est compliqué. Donc, la question, c'est comment on gère ça, comment on fait? Parce que ce qu'on a dit sur les futures missions de demain, déjà, ça marche aussi sur les missions d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut essayer de recaser un peu des compétences à droite à gauche, voir comment on peut gérer tout ça. Donc, racontez-nous un peu votre quotidien, comment vous faites concrètement.
Alors, du coup, nous, au cabinet, bon, on a mis en place il y a longtemps des fiches de poste. On avait aussi un référentiel emploi, donc pour pouvoir. Alors, ça répertoriait toutes les fonctions qui existaient au cabinet, tous les postes. Voilà. Collaborateur junior, assistant comptable, chef de mission, collaborateur confirmé, etc., etc. Donc, dans ces fiches-là était défini le prérequis pour comment dire, accéder au poste, quelles étaient les missions, etc. Une fois qu'on a lancé ça au cabinet, on a demandé aux collaborateurs, en fonction de ce référentiel emploi-là, faites-nous votre propre fiche de poste. Découpez les missions que vous réalisez aujourd'hui et détaillez-nous vos savoir-faire, vos savoir-être. On connaît bien les collaborateurs qui sont chez nous depuis longtemps. On a tendance parfois à oublier un peu ce que le collaborateur a fait avant. Je vous donne un exemple typique. On rentre une mission il n'y a pas très longtemps, c'était dans l'immobilier. Un des associés dit la cliente recherche absolument quelqu'un qui sait se servir du logiciel Imopen. Alors tout le monde dit non, je ne connais pas. Il y a une collaboratrice qui passe qui dit ah mais moi il y a 6 ans dans mon ancien cabinet je l'ai utilisé, je sais m'en servir, etc. Et là on se dit bon, on aurait pu passer à côté de la mission parce qu'on pensait qu'on n'avait pas la compétence en interne, parce que des fois on se limite à la compétence qu'on a acquis au sein du cabinet et qu'on utilise tous les jours, mais pas forcément celle qu'on a pu utiliser auparavant. Donc là, dans nos chantiers RH de l'année 2022, c'est de faire une cartographie des compétences, d'utiliser au mieux notre SIRH, c'est-à-dire de rentrer le référentiel emploi, de rentrer toutes les fiches de poste des collaborateurs pour pouvoir avoir une liste complète. C'est demain, je cherche un collaborateur qui sait faire ça. Est-ce qu'on a la compétence en interne? Et ça nous aidera aussi à développer les compétences pour les missions futures. Comment je forme, qui est-ce que je choisis pour ces missions-là, etc. Alors, vous dites que les collaborateurs, finalement, vous leur avez demandé de faire leur propre fiche de poste, presque. Vous leur avez donné une matrice ou un modèle, un truc comme ça. Et puis après, c'est à eux de personnaliser un peu. Concrètement, ils ont été d'accord? Comment ça s'est passé? C'était quoi la difficulté? Enfin, concrètement, ça marche? Alors, concrètement, ça marche. Bon, nous, pour la petite histoire, on est un cabinet issu de regroupement de différents cabinets. Donc, tous les collaborateurs comptables ne faisaient pas les mêmes tâches. Il y en avait qui faisaient aussi de la paye, etc. Donc, c'était aussi pour leur dire, demain, on va vous enlever la partie paye. C'est une autre partie de notre cabinet qui va gérer ça, parce qu'on est découpé en différents pôles. Donc, ça permettait aussi de voir le temps qu'on allait pouvoir leur affecter sur d'autres missions. Ça a mis du temps quand même à se mettre en place, on va dire 1 ou 2 ans, mais on le faisait à chaque entretien obligatoire. C'est-à-dire qu'on a revu en même temps que ce référentiel emploi, ces fiches de poste, notre parcours d'entretien. On a mis en place donc l'entretien d'évaluation, je pense qu'il existe dans la plupart des structures, mis en place aussi l'entretien professionnel, et à chaque entretien, le collaborateur devait réviser sa fiche de poste et la revoir avec le manager. Donc, ça a mis du temps, mais finalement, au bout de 2 ans, c'est devenu comme une habitude, en fait. Non, ça a pris, on va dire 2 ans. Ouais. 2 ans, je pense, à ce que ça devienne vraiment une habitude. Maintenant, quand un collaborateur rentre au cabinet, il a accès à son dossier RH, dans lequel il va retrouver son rapport d'étonnement à remplir à la moitié de sa période d'essai, toute la documentation sur les entretiens, le parcours d'entretien et la fiche de poste que généralement il réalise au bout de 6-7 mois chez nous. Voilà. Donc maintenant, c'est devenu quelque chose d'habituel. D'habituel, oui, complètement. Alors, vous disiez, on va mettre les fiches de poste. On va mettre les fiches de poste dans un SIRH pour avoir un inventaire un peu de tout ce qui est disponible. Par exemple, vous citiez votre collaboratrice qui avait la compétence sur un logiciel. Ça veut dire que, par exemple, on peut intégrer dans les fiches de poste, dans les fiches de compétences ou dans les bilans de compétences, enfin, on appelle ça un peu comme on veut, dans tout ce que la personne sait faire, parce qu'en fait, la personne en question, la collaboratrice en question, elle n'a pas mis dans sa fiche de poste qu'elle utilisait le logiciel en question, puisqu'elle ne l'utilisait pas. Mais donc, ça veut dire qu'il y a aussi un endroit où on va noter tout ce qu'on sait faire, donc peut-être des compétences qu'on avait avant ou qu'on a apprises ou on a fait une spécialisation dans tel ou tel domaine, mais qu'on n'utilise pas forcément. Mais finalement, il faut que le cabinet sache qu'on sait faire ça. C'est vrai aussi pour les secteurs d'activité ou pour les logiciels, c'est ça?
de connaître en fait le parcours pro du collaborateur avant qu'il intègre le cabinet. Bon, ce sera peut-être pas au collaborateur de le faire, ce sera peut-être à moi, RH, qui ai le CV entre les mains, de dire bon, peut-être que dans sa fiche, je vais le noter parce que c'est une compétence qui peut nous servir demain en fait. Donc, et des fois, comme ils l'utilisent pas au cabinet, ils pensent pas forcément à le noter en fait. Ils se limitent aux tâches qu'ils font chez nous en fait. Voilà. Alors, autre question, vous avez, j'imagine, pardon, excuse-moi, vous avez, j'imagine, comme l'essentiel des cabinets, quelques difficultés pour recruter. Quand vous ne trouvez pas la perle rare qui correspond exactement à ce que vous cherchez, comment est-ce que vous procédez avec peut-être tous les outils que vous avez, avec est-ce que vous avez est-ce que vous avez la capacité de prendre quelqu'un finalement qui n'est pas exactement le profil que vous vouliez, mais en le formant, en l'accompagnant? Parce que finalement, la méthode, elle va être à peu près la même pour les missions de demain. On n'aura jamais un collaborateur qui correspond exactement à ce qu'on cherche. Donc, il faudra l'accompagner, l'adapter. Comment ça se passe? Là, pour donner un exemple, c'est vrai qu'on a eu une mission un peu spécifique. On n'avait pas forcément les ressources en interne pour la réaliser. On a pioché là où on avait du temps. C'est peut-être pas forcément, je dirais pas la personne la plus compétente, parce que c'est quelqu'un qui savait faire, qui avait juste besoin d'un accompagnement plus. Du coup, on a pioché dans ces personnes-là. Et c'était des gens qui étaient au pôle audit, au pôle assurance, qui étaient en intercontrat, mais qui étaient capables quand même de réaliser la mission avec un accompagnement. Le manager qui chapeautait la mission leur a donné un peu plus de temps, etc. Donc demain, je pense que si on utilise ce modèle-là, on est tout à fait capable de répondre à une mission qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais pour lequel on a quand même une compétence et quelqu'un au-dessus qui peut chapeauter, quoi. Est-ce que vous pensez que le modèle que vous décrivez, il est applicable, parce que vous parlez de pôle de compétences, de pôle audit, de pôle social, donc c'est un cabinet d'une certaine taille, voilà, 100 collaborateurs dans le cabinet. Est-ce que vous pensez que c'est une démarche, pas forcément avec les mêmes moyens, pas forcément avec les mêmes outils, pas forcément tout ça? Est-ce que vous pensez que c'est une démarche qui peut être mise en place dans des cabinets de plus petite taille? Le fonctionnement, il est le même partout, je pense. Après, faut développer aussi, là, dans l'objet de la transformation, c'est développer aussi l'appétence des collaborateurs, passer du temps en entretien avec eux. Bon, tout à l'heure, j'étais assez étonnée d'ailleurs de voir la réponse sur les entretiens non réglementaires, parce que déjà, les gens n'aiment pas faire les entretiens en règle générale. Ils trouvent que ça prend du temps, passer 2 heures avec les collaborateurs. Donc, j'étais étonnée qu'en plus des réglementaires, ils en fassent d'autres, mais tant mieux. Mais c'est vrai que c'est un temps qui est non négligeable en fait, qu'il faut aider le collaborateur à lui présenter le métier de demain et à le pousser, s'il n'a pas l'envie ni l'appétence, vers des missions qu'il serait capable de réaliser en fait. Et quelle est la réaction des collaborateurs? Ils ont envie de faire d'autres choses? Alors, certains se lancent, hein, certains sont même force de proposition. Nous, on a développé une mission d'office manager au sein du cabinet, quelque chose qu'on ne réalisait pas avant. C'était une sous-traitante qui répondait aux appels d'offres des clients. Il se trouve qu'elle a quitté Paris et puis les entretiens sont arrivés. La collaboratrice dit c'est un sujet qui m'intéresse, j'aimerais bien me former. On l'a accompagnée dans cette formation et aujourd'hui, on réalise 100% de la mission tout seul en fait. Bon, après, il a fallu effectivement… c'est la gestion de la facture chez les clients. Donc, elle gère en fait, bon, pour aller même plus loin, elle gère tout le début de ce qui va servir à notre collaborateur comptable pour sortir le bilan. Et la pré-comptabilité, voilà. C'est ça. C'est ça, ouais. Et le constat là, cette année des clients qui ont fait appel à cette personne, c'est que les bilans sont sortis 1 mois avant les autres années. Donc, il y a une mission là aussi qui n'était pas forcément quelque chose qu'on pensait savoir faire, mais pour lequel on a accompagné quelqu'un dans un cursus de formation et c'est une nouvelle mission. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut aussi déployer sur d'autres secteurs et d'autres métiers en fait. Donc là, en fait, nous, c'est ce qu'on appelle le full service, ça, Philippe. Une question. Alors, concrètement, ça veut dire que vous avez réussi à vendre à des clients dont vous êtes expert comptable une mission en plus pour l'aider à préparer la compta, à préparer les pièces, préparer le classement, préparer tout ça. C'est bien ça?
Et la deuxième question, parce que ça t'évitera d'avoir une tendinite à la fin de l'atelier, la deuxième question, c'est elle faisait quoi cette dame avant ou cette personne? Vous avez dit que c'était une dame, donc. Elle faisait la facturation du cabinet. Alors non, ils sont plusieurs. On a fait en fait une petite. Bon, quand elle a décidé déjà de partir en formation, il faut savoir qu'il y a un temps de formation. On lui a donné quelques jours pour suivre le cursus, etc. Donc en fait, on a fait une petite audit, redistribué les tâches qu'elle faisait à d'autres collaboratrices du pôle. On a mis aussi en place des outils de digitalisation, etc. La disposition de la facture au client sur un site dédié. Et puis, on a au cabinet quelqu'un qui est dans le système d'information. Donc, du coup, il nous a fait aussi gagner du temps sur pas mal de choses. Donc, voilà. Donc, on peut y arriver, en fait. Et donc là, tout ce qu'on a déployé en théorie, les tâches, en fait, toute cette gestion prévisionnelle de l'emploi des compétences, vous l'avez mis en place et aujourd'hui, ça fonctionne. Vous avez beaucoup de turnover? Je dirais qu'on a un turnover classique. Alors déjà, la moyenne d'ancienneté chez nous, c'est 7 ans, donc c'est plutôt pas mal pour un cabinet d'expertise comptable. Le turnover sur une population assez jeune, je pense que c'est comme tout le monde, tous les 3 ans, ça tourne un petit peu. Beaucoup moins là avec la période Covid, parce que stabilité et autres, mais oui. Je rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur Slido. D'accord, vous avez une rubrique qui s'appelle questions Q&R ou Q&A selon que vous avez la version française ou anglaise. Et qu'évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas ou faites des commentaires, n'hésitez pas. Donc, ça veut dire que cette personne-là, vous avez un autre exemple ou vous avez d'autres situations où des collaborateurs finalement ont un peu, entre guillemets, changé de métier ou ont accepté de sortir de leur zone de confort, comme on dit, Expertise, proposer des formations e-call. Donc, c'est vrai que quand on avait fait un peu, comment dire, on voulait passer tous nos outils comptables sur des outils de digitalisation, on avait amené pas mal de collaborateurs en formation sur la base du volontariat. Ils étaient une vingtaine pour les accompagner un peu dans la compréhension que la mission traditionnelle, elle allait se terminer en fait. C'est vrai que derrière ça, on a réussi à créer des groupes de travail pour justement mettre en place QuickBooks chez nous, mettre en place Dext, enfin ce genre de choses. Ouais. Donc la formation finalement pour aider le collaborateur dans le changement, c'est très très important. Donc vous étiez il y a quelques années un cabinet traditionnel avec de la saisie. Et petit à petit, là, maintenant, vous êtes 100% numérique. Et les collaborateurs qui, hier, étaient traditionnels, entre guillemets, sont aujourd'hui adaptés aux nouveaux outils. Donc, c'est possible, Philippe. Toi, je te l'avais dit que c'était possible. Je n'ai pas écouté, en fait. Je lisais les questions. Alors, petite question d'un ou d'une participante. Certains collaborateurs sont-ils réfractaires au changement? Et si oui, comment s'y prendre? Il n'y a plus de bottins maintenant. Moi, j'ai gardé mon Minitel pour ça. Il y en a toujours, de toute manière, dans toute phase de transformation. Je pense qu'il y a des gens qui sont réfractaires. L'idée, c'est aussi de les accompagner à comprendre pourquoi est-ce que le métier va changer, qu'est-ce qu'ils peuvent en retirer, en fait, eux, personnellement. Nous, on avait quelqu'un qui était, mais vraiment, il ne voulait pas en entendre parler. Au final, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vend très bien les missions. Donc, voilà, mais c'est juste l'accompagnement du manager, d'avoir une communication de l'expert comptable sur la stratégie du cabinet. C'est très, très important. Voilà, c'est toujours la communication, je pense, qui fait qu'on arrive à faire évoluer un peu les mentalités. Hein. Il paraît qu'on t'entend, Philippe. Pardon, parce que c'est pas une question, pardon. Alors moi, je vais essayer de répondre de manière un peu plus, entre guillemets, théorique. En fait, on dit toujours que, enfin, il y a toujours des réfractaires à tout changement. Ça, c'est sûr, je confirme, on l'a de partout, etc. On dit que il y a une grande phrase dans le changement qui est il n'y a pas de changement sans nécessité. Autrement dit, les gens ne changent que, pour un certain nombre d'entre eux, hein, notamment les réfractaires, que quand ils comprennent qu'ils n'ont pas le choix, parce que c'est leur... Enfin, ils n'ont pas le choix parce qu'il faut changer, il y a un besoin de changer. Par exemple, parce que le métier va s'arrêter, par exemple, parce que le marché va travailler différemment, etc. Et donc, on dit toujours que quand on annonce un changement, il faut expliquer aux collaborateurs, aux gens qui vont devoir changer, pourquoi il y a un changement
et vers quoi on va, quel est le projet, comment on va y aller et quelle est leur place dans ce projet. Autrement dit, très souvent, les collaborateurs, on leur demande de changer, mais on ne prend pas le temps de leur expliquer. Moi, je me souviendrai pendant encore de nombreuses années d'un cabinet d'un confrère qui expliquait qu'avec un outil que je ne citerai pas, en gros, on économisait 25% du temps passé sur les dossiers. Et il est rentré dans un bureau en disant ça, en disant comment on va économiser 25% du temps passé sur les dossiers, c'est génial. Il est reparti, et, sauf qu'il y avait 4 personnes dans la pièce. Et donc, la première phrase, ça a été bon, bah, c'est lequel de nous 4 qui est viré dans 3 mois ou dans 6 mois. Eh ben, vous n'allez pas me croire, mais le logiciel n'a jamais fait gagner 25% de rentabilité. On a même passé plus de temps avec le logiciel que sans le logiciel. Conclusion de l'expert comptable, eh ben, le logiciel il est pourri, ça ne marche pas, on ne gagne pas de temps avec ces outils-là. Alors que s'il avait expliqué que ce serait vraiment vachement bien de gagner 25% pour pouvoir se préparer, se former, proposer d'autres missions aux clients, renforcer leur fidélité, faire grandir les collaborateurs, les accompagner, les former, on aurait eu 100% des collaborateurs qui auraient eu envie de passer à autre chose, de changer, etc. Certains sont plus frileux que d'autres, bien sûr, mais globalement, on arrive à motiver quand les gens ont compris le pourquoi des choses, comment ça va se passer, où est-ce qu'on va aller, quelle est l'ambition, quel est tout ça. Mais c'est vrai que les experts comptables sont souvent des taiseux, ils n'expliquent pas, ils ne prennent pas trop le temps, ils n'osent pas trop parler, ils ne savent pas trop comment dire les choses. Donc voilà, par exemple, ce que vous disiez, l'ordre des experts comptables, Supexpertise, propose des séminaires pour expliquer tout ça aux collaborateurs, pour expliquer tout ça aux dirigeants, pour former les dirigeants de cabinet à comment l'expliquer à leurs collaborateurs. Et donc, il y a un arsenal qui existe, ils ne sont pas tout seuls. Les ateliers sont là aussi pour ça. Il y a plein de vidéos en ligne gratuites, accessibles, qui expliquent tout ça. Donc, il y a vraiment des solutions pour accompagner les réfractaires. Et puis après, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt aussi. Tout à l'heure, je l'ai dit, tout le monde a sa place dans le cabinet de demain. Tout le monde, sauf ceux qui ne voudront pas faire partie de l'aventure. Et il y en a. Moi, j'ai des cabinets que j'ai accompagnés dans lesquels il y a des collaborateurs qui avaient décidé que jamais de la vie, ils passeraient à telle ou telle solution parce qu'ils ont appris à faire ce métier-là comme ça et qu'il n'y a pas de raison que ça change et que ça fait 20 ans qu'ils font comme ça. Malheureusement, voilà, c'est eux-mêmes qui se sont tirés une balle dans le pied. Ce n'est pas le cabinet qui est en cause, c'est la vie de la société qui a changé. Ils n'ont pas voulu s'adapter. Donc, voilà. Après, il y a vraiment des histoires d'ADN aussi, d'ADN de métier. Si pendant, quand pendant 20-25 ans, en fait, toute l'organisation du cabinet, c'était pour sortir de la TVA, de l'alias fiscal, et que le collaborateur ou le chef de mission se prend pour un agent du fisc, est un ayatollah lorsque le client n'a pas toutes ses pièces, même les pièces les plus petites, quand il y a cette culture-là, passer de cette culture-là d'une précision fiscale comme si, parce que c'est pas parce que notre ministre de tutelle c'est Bercy et que le commissaire du gouvernement qui siège avec nous au Conseil de l'ordre c'est l'administration fiscale que nous sommes des agents de l'administration fiscale. Bien évidemment, nous faisons respecter la loi fiscale, la loi comptable, la loi sociale. Bien évidemment, c'est notre job et on fait bac plus 8 pour faire ça. En revanche, est-ce que c'est notre job de harceler un client s'il n'y a pas une facture de 30 €? Donc ça, c'est la vraie question. Après, on voit comment on la passe. Hein. Après, on voit si on la met dans le compte courant du client ou pas. Je ne dis pas qu'il faut la passer quand on ne l'a pas. Après, chaque personne va le faire. Donc, on a ce métier-là qui est d'une rigueur absolue et le métier de demain, de toute manière, avec la facture électronique qui ne va pas nous laisser le choix parce que la facture, quand on ne l'aura pas, de toute manière, elle ne sera pas comptabilisée parce qu'elle n'existera pas. Comment on va transformer donc ces collaborateurs-là qui aujourd'hui aiment peut-être ce petit rôle d'agent de l'administration fiscale à être demain l'accompagnateur du chef d'entreprise. Et elle est là toute la question. Et ça, c'est une histoire d'ADN de cabinet et d'impulsion de l'expert comptable, de l'impulsion dans le cabinet de changer 2-3 braquets. Alors, quelques questions qui ont été posées. Je vais en poser 2 d'un coup parce qu'en fait, elles sont liées toutes les 2. Comment impliquer les collaborateurs dans la stratégie du cabinet pour faciliter la conduite du changement? Comment impliquer les collaborateurs dans le projet de cabinet
donc pour les impliquer. Deuxième question qui est liée. Donc, il répondait à la question, enfin, il rebondissait sur la réponse précédente en disant « Oui, mais attention, la courbe d'acceptation est parfois longue. Des techniques pour les faire adhérer collectivement, pour l'interrogation. » Donc, on parle évidemment des collaborateurs. Et pouvez-vous reciter les outils de l'ordre? On reviendra dessus après. Il y en a une autre que j'ai laissé passer aussi. Alors, nous, chaque année, on organisait un séminaire. Il y a quelques années, quand on pouvait voyager, c'était à Agadir. Et du coup, on réfléchissait au cabinet de demain, à quelle mission on allait pouvoir préparer, qu'est-ce qu'il fallait aux collaborateurs pour réaliser ces missions. Enfin, toujours travailler sur la transformation de notre métier. Et ça, c'était assez fédérateur. Donc, ça permettait aussi aux collaborateurs de se mélanger, parfois aussi entre pôles, et puis de discuter des techniques des uns et des autres, des appétences des uns et des autres. Et du coup, c'est vrai que c'était quelque chose qui permettait de fédérer un peu l'équipe. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller à Agadir. Hein. Non, c'est sûr. Ils font ça à l'abbaye des Hauts-de-Cernay. Il y en a qui font ça chez Châteaufort. Il y en a qui font ça dans un coin un peu sympa. Évitez de le faire au bureau. Parce que sortir du cadre. Voilà. Ouais. Il faut essayer de sortir, mais faites un pique-nique, faites ce que vous voulez. Exactement ce que j'allais dire. Le cabinet 4-5 collaborateurs, on peut aller passer une journée en juillet dans un parc et animer ça. On y plante un paperboard, on a le droit, et puis on anime ça et on réfléchit ensemble. Enfin, il y a pas une question de moyens. C'est une question de changer d'air, de travailler différemment, de couper les mails, de couper le téléphone. Et pendant une journée, on se consacre à nous, à notre avenir collectif, à ce qu'on a envie de vivre ensemble dans les années qui viennent. Voilà. Et en fait, c'est très fédérateur. L'idéal étant évidemment d'avoir quand même, si possible, une soirée. Par exemple, vous travaillez sur 2 jours et puis vous avez une soirée un peu sympa entre les deux. Je ne sais pas quoi, vous allez manger au resto tous ensemble, vous allez une soirée dansante, tout ce que vous voulez, je ne sais pas quoi, mais un truc, un moment un peu de convivialité. Ce qui est bien aussi, c'est de partager en ayant, si vous travaillez sur 2 jours, le matin on bosse, l'après-midi on fait des jeux d'équipe, on fait travailler ensemble. Là encore, ça fédère énormément, ça permet de travailler ensemble, ça permet de se voir sous un autre angle, de parler avec des gens avec qui on ne parle pas forcément tous les jours. Enfin bon, c'est vraiment très, 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 très riche. Ça permet d'impliquer les collaborateurs dans le cabinet de demain. Donc tout ça est très intéressant. Alors, autre question que je n'ai pas posée tout à l'heure, comment impliquer? On l'a posée. La cartographie des compétences s'applique-t-elle de la même manière dans un cabinet de 5 à 10 collaborateurs que dans un cabinet de plus de 50 collaborateurs? Ah oui, pas de changement en fait. Après, c'est peut-être qu'on n'utilise pas les mêmes outils. Moi, quand je disais tout à l'heure qu'on avait l'intention de passer en fait tout notre référentiel emploi, nos fiches de poste sur un SIRH, parce qu'on l'utilise aujourd'hui, que les modules nous sont proposés et que du coup, on aura une vision un peu plus globale. Parce que 100 collaborateurs, bon, c'est pas une obligation, mais il y a aussi des petits cabinets qui utilisent des SIRH pour poser les congés, gérer les notes de frais, la gestion du temps, la répartition des tâches. Donc, ça peut très bien être fait sur Excel, comme ça peut aussi être fait sur un autre outil, en fait. Oui, 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 qui sortent des rapports qui sont jolis, des rapports en toile d'araignée, radar. C'est aussi visuel, ça permet aux collaborateurs de se situer, de voir où est-ce qu'on peut aussi l'accompagner, le pousser dans le cadre des futures missions. C'est Eurecia. Oui. Et donc, vous avez mis l'ensemble de l'équipe dessus, et puis ça vous gère quoi? Alors aujourd'hui, ça nous gère les notes de frais, les congés. Ça nous a aidé aussi pas mal dans la gestion du télétravail en période de crise. Et puis là, voilà, ils le gèrent aussi. Alors bon, juste une notion de journée affectée, etc. Mais ça m'a permis de travailler sur le taux d'occupation quand on est passé en flex office, etc. J'ai aussi le module formation et puis là du coup comme je disais on prend le module talent compétences en plus en fait. Voilà. L'idée c'est que tout est un lien, que les entretiens qui sont rédigés dessus alimentent notre catalogue de formation, que le collaborateur puisse piocher dans ce catalogue de formation et puis que derrière le module compétences donne la cartographie de tout ça. Voilà. Une dernière, Présidente. Pouvez-vous reciter les outils de l'ordre? Les outils de l'ordre. Donc, on a…
Oui. Alors, là, on n'a pas tous les outils. Mais donc, bon, je vais commenter le diagramme, comme ça vous aurez quelques outils. Donc, les ateliers, donc là, on n'est pas dans les outils. Le Cap Newbies, c'est le fameux outil qu'on veut vous proposer de gestion prévisionnelle des compétences. On adorerait donc avoir cette magnifique subvention publique pour vous le proposer incessamment sous peu. On attend une réponse. Vous avez Cap Performance, donc vous savez que sur Cap, sur la performance, là vous avez les fameux outils, les lettres de mission, les fiches de poste, le manuel cabinet, des outils d'autodiagnostic de performance, des outils d'autodiagnostic en termes de normes. En fait, c'est d'une richesse absolue. Et pour l'expert comptable que vous êtes, ça vous est offert gratuitement, c'est mis à disposition gratuitement. On a après des formations, alors il y a d'autres outils à l'ordre. Donc on a Bibuzzy. Donc ça, c'est la plateforme de co-traitance entre experts comptables. On a, alors, donc on a besoin, voilà, même vous avez un problème avec un chef de mission pour la période fiscale, vous pouvez passer une annonce, vous cherchez un chef de mission. Seuls les experts comptables peuvent se connecter à Bibuzzy. Vous avez besoin d'un gestionnaire de paye, pourquoi pas. Vous avez une mission spéciale consolidation, vous avez envie de faire plaisir au client, vous voulez pas qu'il aille voir un autre expert comptable, vous avez un peu la trouille, vous lui dites oui pour la conso, mais vous savez pas la faire. Il y a des spécialistes de la consolidation. Donc, exactement. Donc, il y a des experts comptables qui ont étalé leurs compétences et d'autres experts comptables qui vont piocher et qui disent des compétences dont ils ont besoin. Ça marche très, très bien, cette plateforme. Mais c'est exactement ça, Philippe. Donc, vous avez donc Bibuzzy. Plateforme de mise en relation entre experts comptables. Vous avez BeBigger. Là, BeBigger, ça peut vous aider pour le recrutement. L'idée de BeBigger, donc il y a à peu près 500 cabinets qui sont dessus. L'idée de BeBigger, c'est lorsque nous, Ordre des experts comptables, on est par exemple au salon de l'étudiant, nous sommes au salon de l'étudiant et que nous avons plein de jeunes étudiants qui viennent nous voir et qui nous disent « Je rêve d'aller dans un cabinet d'expertise comptable ». Eh bien, avant cet outil-là, on leur répondait, vous avez allez voir sur l'annuaire de l'ordre. Et là, vous comprenez bien que l'annuaire, il n'y a pas plus sexy que l'annuaire de l'ordre des experts comptables. Donc, on a créé BeBigger où des cabinets peuvent se référencer et vous pouvez, si vous voulez, vous référencer sur BeBigger. C'est gratuit. Vous pouvez y mettre une vidéo et vous allez voir que nous, les experts comptables, on est quand même super beaux. Il y a des, et que ce soit des petits, des gros cabinets, on s'en fout. Il y a des photos sympathiques. Donc là, BeBigger, Bibuzzy, vous avez Pont, la plateforme des outils numériques. Si vous avez une question en matière d'outils, là, c'est le genre, entre guillemets, le TripAdvisor des outils numériques. Il y a des notes, il y a des commentaires. Si vous avez donc une interrogation sur un outil, vous avez Pont. Vous avez aussi, alors c'est pas un outil, mais vous savez que nous avons Inest, qui est la plateforme, qui est l'accélérateur de l'ordre des experts comptables. Et donc tous les 4 ans, tous les ans, nous avons 4 sociétés que nous accélérons, 4 startups qui proposent des outils. Là, on est dans notre 3e promotion. On est en train de faire un appel à candidature et parfois et souvent, mais à chaque fois, on demande des bêta-testeurs. Donc, vous pourriez être intéressé pour être bêta-testeur sur ces nouveaux outils parce que bien évidemment, cette transformation, elle se fait avec des outils. Vous avez compris que l'outil, c'est 10% et que tout l'environnement, ça va être 90. Si c'est pas 10, 90, c'est 20, 80. Mais on a besoin à un moment donné d'un outil.
Qu'est-ce que j'ai encore dans ma petite besace de Mary Poppins? Après, on a évidemment toutes les formations. Pauline nous a parlé de e-call, donc les formations e-call, il y a 3 formations e-call, donc c'est pour envoyer vos collaborateurs. Donc là, toutes ces formations sont proposées par Supexpertise. Vous savez qu'en fait, l'ex-Assoref s'appelle Supexpertise, c'est pour ça que nous parlons de Supexpertise, mais ce n'est qu'un changement de nom. Donc, vous avez les e-call pour les collaborateurs, des collaborateurs que vous sentez plus aller vers le full service, vous avez un spécial e-call full service, d'autres collaborateurs, accompagnateurs de chefs d'entreprise, vous avez le e-call spécial pilote de pilotage, et il y a un 3e e-call, je m'en souviens jamais, moi. Ah, le collaborateur qui va devenir intégrateur, en fait. Voilà. Donc 3 e-calls, donc ça c'est pour vos collaborateurs. Pour vous, experts comptables, là on vous initie, on vous donne quelques bribes d'informations en 1h30 d'atelier. Évidemment, c'est pas de la formation. Donc pour vous, experts comptables, il y a 2 parcours qui sont extraordinaires. Il y a la Performance Academy et il y a la Newbies Academy. Donc, Performance Academy, c'est l'état des lieux du marché et une forte sensibilité, et avec des notions de marketing, voilà. Voilà, devenir dirigeant, c'est ça. Parce que évidemment, on est formé pour être expert comptable. On est d'extraordinaires techniciens, et ça, on nous l'envie partout. Nous sommes des techniciens, mais chefs d'entreprise, c'est un peu plus compliqué. Donc, devenir dirigeant, c'est la Performance Academy. Et une fois que vous êtes dirigeant et que vous vous dites, OK, maintenant j'ai compris, quel métier je vais faire demain, on attaque avec la Newbies Academy. Donc, voilà ce qui vous est proposé dans le catalogue de Supexpertise. Il y a aussi plein de formations à la carte, le marketing en une journée, savoir vendre en une journée, faire sa transformation de cabinet en une journée. Donc, Supexpertise, c'est vraiment notre école de formation à nous. Et là, on y trouve toutes les formations limite faites par des experts comptables pour des experts comptables et qui causent experts comptables. Après, on a mis en place, et ça on vous l'a déjà dit, des accompagnements personnalisés. On a des coachs qui vous attendent pour vous aider, et il y a aussi des mentors, et là on est plutôt dans du mentorat ou du tutorat. Voilà pour les outils de l'ordre. Je vais prendre encore 2 minutes, alors on est un petit peu en retard et puis je vais vous lâcher. Alors, je dirai la prochaine fois. OK. Alors, notre prochain rendez-vous, c'est le 24 mai 2022. Packager son offre. Là, vraiment, les 3 prochains sur la vente, j'ai envie de dire, on en a vraiment besoin. Il y a un atelier qui s'appelle Savoir vendre. J'ai volontairement voulu dire vendre, et je vous dis toujours vendre parce que pour nous, je sais que c'est un gros mot de vendre, mais on va s'y faire et on va y arriver. On a le droit de dire des gros mots quand même. Je vous remercie. Donc, on va se retrouver le 24 mai à 9h du matin. Là, c'était exceptionnel à 18h. Vous avez quand même été super nombreux comme le matin. C'est pareil, ça doit être tous les mêmes. Je vous remercie. Ça fait très plaisir. On se retrouve comme ça tous les mois. Vous comprendrez facilement pourquoi nous ne nous verrons pas ni en mars ni en avril. Mais je ne désespère pas que peut-être en 2023, puisque nous serons tous au top de l'organisation et que nous aurons tous terminé notre période fiscale le 28 février 2023, nous pourrons organiser des ateliers en mars et en avril. Pour cette année, un peu de répit. On se retrouve le 24 mai, donc à 9h du matin. De 9h à 10h30, on reprend nos anciennes habitudes. J'espère qu'on pourra vous retrouver en présentiel ici. On le fera en mix comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, Pauline. C'était super intéressant, super enrichissant. Merci beaucoup, Philippe. Et donc, suite au prochain épisode. Et bon apéritif à tous et toutes. Allez. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.